Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur réduire la fatigue associée au cancer pour améliorer mon quotidien, c'est possible. Je m'appelle Gabriel Colasurdo, je suis gestionnaire de l'éducation et des services aux patients chez Myelome Canada. Avant de passer à la présentation et notre présentatrice, j'aimerais remercier nos commanditaires, qui nous ont nos partenaires de l'industrie qui nous ont octroyé, qui aident à financer ces webinaires. Alors, merci à Amgen, Binding Site, BMS, Bristol Myers Squibb, Janssen, Takeda et Sanofi Genzyme. Sans leur aide, ce serait difficile de faire ces webinaires. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, tous les webinaires que nous faisons, ils sont enregistrés. Une fois enregistrés, on les met sur notre chaîne YouTube. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces webinaires? Alors, vous allez à youtube.com ou sur votre téléphone ou tablette, vous avez une application YouTube, c'est la même chose. Alors, vous allez à YouTube, vous recherchez Myelome Canada ou Myeloma Canada et vous trouvez notre chaîne. Si vous cliquez sur le bouton rouge, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et après que vous êtes abonné, il y a une petite cloche ici. Si vous cliquez sur la cloche, ça va vous donner une notification chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, s'il y a des choses que vous voulez reviser après la présentation ou quelque chose qui n'était pas trop clair, on peut toujours le revoir demain ou dans quelques jours. On peut aussi avoir accès à ces enregistrements de notre site web, alors myelome.ca. Vous cliquez sur ressources en haut. Un onglet va apparaître une fois que vous cliquez là et après vous cliquez sur vidéo éducative. Ça va vous apporter à la chaîne YouTube qu'on vient de voir sur la diapositive précédente. Alors, dernièrement, comment est-ce qu'on pose les questions? Alors, nos webinaires, on ne peut pas demander des questions à haute voix. Ça va être plutôt, vous tapez les questions, c'est moi qui vais les recevoir. Une fois que je reçois les questions à la fin du webinaire, je vais les poser à notre présentatrice. Vous pouvez envoyer les questions n'importe quand, c'est pas seulement à la fin, vous pouvez l'envoyer à fur et à mesure que vous pensez. Comme ça, à la fin du webinaire, j'aurai quelques questions à commencer avec. Alors, comment est-ce qu'on pose des questions? Alors, ça, c'est la vue d'un ordinateur, un PC ou un Mac. Il y a un onglet questions, vous cliquez dessus et vous tapez dans la boîte ici et vous appuyez sur le bouton pour envoyer. Sur une tablette ou sur un téléphone, c'est presque la même chose. Il y a un bouton question, vous tapez la question, vous l'envoyez et je vais demander la question à la fin. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Lucien Poirier, qui est ergothérapeute chez Axophysio Pont-Rouge à Pont-Rouge, Québec. Luce, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire ce webinaire pour nous. Et merci à vous de m'avoir invité. Donc, bonjour et bienvenue à la conférence Réduire la fatigue associée au cancer pour améliorer mon quotidien, c'est possible. Je m'appelle Lucien Poirier, je suis ergothérapeute effectivement pour Axophysio. Ça me fait super plaisir de vous offrir cette conférence aujourd'hui. N'hésitez pas à inscrire vos questions tout au long de cette conférence. L'objectif est vraiment qu'elle puisse vous aider à développer certaines stratégies pour réduire la fatigue associée au cancer. Je prends toujours le temps, en débutant une conférence, d'expliquer qu'est-ce que ça fait une ergothérapeute. Ça peut permettre de clarifier, de comprendre un peu quelle est ma contribution à une conférence comme celle-là. Un ergothérapeute, c'est un spécialiste des occupations. Autrement dit, on aide les gens à améliorer leur niveau de fonctionnement dans les activités qu'ils peuvent effectuer durant leur routine. Donc, ça peut être autant la routine du matin, comme s'habiller, comme l'hygiène, les loisirs, le travail, faire les responsabilités domestiques. L'ergothérapeute s'intéresse aux tâches que vous faites et vous aide à améliorer votre indépendance, votre qualité de vie, votre satisfaction avec le développement de diverses stratégies, notamment des stratégies pour la gestion de l'énergie. On peut regarder la manière dont vous effectuez les tâches, on peut faire des tâches, modifier l'environnement. Bref, l'ergo s'intéresse à votre quotidien et la conférence d'aujourd'hui va être fortement teintée par ça, car
pour réduire la fatigue associée au cancer, les gestes qu'on pose au quotidien peuvent avoir une influence qui est favorable. Donc, le contenu de la présentation, je vous présenterai du contenu sur une durée approximative de 45 minutes. Durant cette présentation, je vais commencer par expliquer quelle est la fatigue associée au cancer, puisque cette fatigue est quand même différente de celle que vous pouvez avoir expérimentée à d'autres moments dans votre vie. Nous parlerons ensuite des causes possibles de cette fatigue, donc qu'est-ce qui peut l'expliquer, à quel moment et pourquoi. Donc, certains éléments qui sont très importants à comprendre. On parlera ensuite du plus concret, du vif du sujet, donc quelles stratégies peuvent être faites pour réduire la fatigue dans votre quotidien. Et à la fin, je fais une petite conclusion et je vous offre une checklist, une liste à cocher, en fait, pour peut-être vous guider, vous donner des outils de réflexion pour porter des gestes concrets à la suite de cette conférence qui vous est offerte. Je laisse aussi des références à la fin pour consultation. Donc, j'ai basé ma conférence sur beaucoup de ressources spécialisées pour les cancers et les myélomes. Donc, ils sont aussi consultables à cet endroit. Et bien sûr, il y a une période de questions de 15 minutes à la fin qui est accordée pour vous. Donc, bonne conférence et merci. Donc, la fatigue associée au cancer. La fatigue, comme vous le savez peut-être déjà, est le symptôme le plus courant qui est associé au cancer. On sait que c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Toutefois, un élément qui est important à considérer, le fait qu'elle ne se comporte pas de la même façon qu'une fatigue qui est expérimentée à d'autres moments dans votre vie. En fait, les études démontrent que cette fatigue ne disparaît pas avec le repos ou avec le sommeil et n'est pas proportionnelle aux activités qui sont faites. Autrement dit, si je vous donne un exemple, un jeune parent que son bébé ne fait pas ses nuits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, va faire garder le bébé chez les grands-parents, dort un peu plus, il pourra avoir une récupération de cette fatigue. La fatigue associée au cancer se comporte un peu différemment. Donc, ce que vous effectuez, le repos, ça peut ne pas être tout à fait lié, mais il y a d'autres stratégies quand même qui peuvent être faites pour vous permettre de récupérer. Donc, ça, c'est vraiment une notion très importante à comprendre. De même, cette fatigue peut s'exprimer de différentes façons. Parfois, on utilise l'échelle d'évaluation qui est l'échelle multidimensionnelle de la fatigue pour la comprendre. La fatigue peut être en effet plus physique, plus mentale, motivationnelle, donc moins de motivation, peut amener une réduction des activités ou être un mélange d'un peu tout ça, donc une fatigue qu'on appelle plus générale. La fatigue associée au cancer, en général, moi j'ai fait beaucoup de lectures pour essayer de comprendre s'il y avait une distinction entre le myélome multiple, la fatigue associée au myélome multiple et celle associée à un cancer de façon générale. En termes de tâches quotidiennes, donc pas en termes de traitement spécifique au cancer qui ne relève pas de ma spécialité, il n'y avait pas nécessairement de différence majeure. Quelques éléments par rapport au bilan sanguin, aux plaquettes que je vais mentionner pendant la conférence, mais autrement, c'était quand même relativement similaire. Et ce qu'on voyait, c'est que les causes qui provoquent les fatigues associées au myélome ne sont pas associées uniquement qu'au cancer et au traitement du cancer, mais notamment aussi à ce que vous faites dans votre quotidien. Donc, des gestes peuvent être posés pour améliorer ça et c'est pourquoi aussi je vous offre cette conférence aujourd'hui. Donc, avant d'aller parler des causes et de stratégies plus concrètes, il est important aussi que je fasse mention de ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Donc, c'est des éléments très importants à considérer qui devraient vous amener à consulter votre équipe soignante si vous n'êtes pas certain. Comme vous savez, je suis une ergothérapeute, donc je ne suis pas votre médecin traitant, je ne fais pas partie de votre équipe de soins. Donc, lorsqu'il y a des symptômes plus de ce type, il est vraiment important de consulter et de considérer ça si vous voulez effectuer des changements pour améliorer votre niveau de fatigue. Donc, ces symptômes sont le fait d'être étourdi, de perdre l'équilibre, de tomber, d'avoir une fatigue qui est soudainement beaucoup plus intense. La Fondation internationale des myélomes mentionnait aussi l'asthénie, qui est une faiblesse ou une perte de force physique. Donc, ça aussi, c'est un élément qui peut devoir amener une consultation. Manquer soudainement de souffle ou avoir un rythme cardiaque qui s'accélère subitement, ainsi qu'avoir des saignements inexpliqués ou qui ne s'arrêtent pas, sont vraiment des symptômes pour lesquels vous êtes invité à consulter.
faut pas considérer en fait que parce que vous avez un diagnostic de myélome, que la fatigue explique tout, puis qu'il faut pas poser de questions. Donc, si vous êtes inquiet par rapport à ces drapeaux rouges-là, n'hésitez pas à consulter, assumez pas que ça vient avec votre fatigue. Et dernière chose, encore une fois, souvent, on va dire aux gens de noter le niveau de fatigue entre 0 et 10, ou 10, on aurait une fatigue qui est très, très intense, une fatigue qui est entre 7 et 10, qui pourrait vous amener des niveaux élevés de stress et d'inquiétude, où vous voulez vous asseoir, vous coucher ou dormir toute la journée, ou encore une fois, il y a des problématiques au niveau du rythme cardiaque, une faible numérotation globulaire, donc des changements à ce niveau-là. Encore une fois, je vous invite à communiquer avec l'équipe soignante. Donc, les causes possibles de la fatigue associée au cancer. Le but de cette conférence n'est certainement pas que vous sortiez comme un expert qui connaît toutes les causes qui peuvent être possibles associées à la fatigue et votre myélome, mais c'est plutôt de vous permettre de distinguer certaines causes et de vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui peut expliquer votre fatigue. Donc, ce que j'ai fait pour cette présentation, j'ai séparé des causes possibles, assez fréquentes, qui peuvent survenir et qui peuvent expliquer la fatigue liée au cancer en 4 catégories. Ces 4 catégories n'ont pas la prétention de dire qu'elles couvrent l'entièreté des causes de la fatigue liée au cancer, mais vont permettre de structurer un peu cette présentation-là. Donc, je l'ai séparée en 4 volets. Le volet le plus fréquent qu'on entend parler pour la fatigue associée au cancer, c'est-à-dire le cancer lui-même, les traitements prodigués, ainsi que les comorbidités. Donc, que ce soit des diagnostics que vous aviez peut-être déjà avant le cancer, que ce soit des problématiques qui ont été développées, donc l'aspect plus médical. Les problématiques au niveau de la nutrition, la déshydratation, j'ai mis dans un second volet, très important aussi. Et ensuite, j'ai séparé les habitudes de vie, donc ce que vous faites dans votre quotidien. J'ai parlé du sommeil, des activités physiques, comment on organise les activités, on verra plus en détail tout à l'heure, ainsi que les facteurs psychosociaux. Donc, on commence avec le volet 1. Donc, comme vous savez probablement, le cancer lui-même et les traitements, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la fatigue. On sait que c'est le symptôme le plus fréquent associé à un cancer. Ce qui est important de savoir toutefois, c'est que de façon générale, les traitements prodigués en termes de chimio et de radiothérapie, par exemple, peuvent avoir ce qu'on appelle, et pardon pour l'anglicisme, mais un pattern ou une trajectoire en fait qui peuvent expliquer une partie de votre fatigue. Donc, en général, dans la littérature, ce qu'on va voir, c'est que la chimiothérapie va amener un pic de fatigue de 2 ou 3 jours après la réception de la chimio jusqu'à la prochaine. Donc, ça va faire un pic et ça va redescendre. Il va y avoir une accumulation qui peut s'effectuer, mais normalement, c'est ce qui va être observable. Alors que pour la radiothérapie, on parle plutôt d'une fatigue qui s'installe 1 à 2 semaines après les traitements et qui va commencer à monter par la suite. Si je vous explique ça, c'est que ça peut vous permettre de comprendre est-ce que votre fatigue peut être liée en partie au traitement. Et je vous dirais, ce qui est à retenir aussi, là, très, très important, c'est quand est-ce que vous avez reçu ces traitements-là. C'est-à-dire que si votre fatigue dure quelques semaines à quelques mois après la réception des traitements, on dit par exemple après la radio de 3-4 semaines à 3 mois, bien, en général, ça veut dire que la cause principale de votre fatigue n'est pas nécessairement le traitement. Et c'est là qu'on peut aller s'intéresser à d'autres causes. Donc, quelque chose de bien important à considérer. De même, d'autres problématiques de santé peuvent certainement avoir un impact sur votre niveau de fatigue. Les nausées, par exemple, qui peuvent être occasionnées par les traitements. Il peut y avoir de la nausée, il peut y avoir de la douleur aussi qui peut être occasionnée par les traitements ou le cancer lui-même. L'anémie est quelque chose de très fréquent aussi. Ce sont des problématiques qui sont assez courantes et qui peuvent avoir un impact aussi au niveau de l'énergie. Donc, c'est quelque chose à discuter avec votre équipe soignante et voir si des stratégies peuvent être offertes, comme par exemple pour les nausées,
Est-ce qu'un médicament pour la nausée est quelque chose d'envisageable ou pas? Est-ce une option? Au niveau des douleurs, même, parfois les douleurs peuvent être occasionnées par des effets secondaires, par exemple attribuables à la chimio ou la radio. Et quelquefois, la réadaptation oncologique, donc par exemple avec un physiothérapeute, pourrait aller permettre de réduire cette douleur. Donc, encore une fois, ça pourrait, ça, par le fait même, avoir un impact sur votre niveau d'énergie. Et de même, l'anémie, très, très, très fréquente avec les myélomes multiples et avec beaucoup de cancers, peut avoir un impact sur l'énergie. Et encore là, c'est quelque chose à discuter avec l'équipe soignante, voir si l'aide d'un professionnel comme une nutritionniste peut être envisagée. Il y aurait aussi d'autres problématiques de la santé qui pourraient être abordées. L'idée, c'est de vous poser cette question-là. Est-ce que parmi ces facteurs-là, ou est-ce qu'il y a d'autres diagnostics qui me préoccupent actuellement? Est-ce que ça a un impact sur votre fatigue? Posez-vous cette question-là et consultez votre équipe, voir si ça va vous permettre de mieux comprendre un petit peu votre patron, votre bilan de santé. Je vous ai d'ailleurs laissé l'échelle d'évaluation des symptômes d'Edmonton qui peut vous aider, vous et votre équipe soignante, à gérer vos symptômes, à un peu passer au travers de différentes causes possibles qui peuvent expliquer votre fatigue. Très facilement consultable sur Internet, beaucoup utilisé aussi dans le domaine médical. Donc, ça peut être quelque chose que vous pouvez aller chercher, que vous pouvez remplir avec le personnel soignant, donc quelque chose qui peut être assez aidant. On vous envoie d'ailleurs un petit aperçu avec l'image. Donc, on a fait le volet 1. On en est maintenant au volet 2. Donc, en fait, ce que vous mangez, votre alimentation a un impact très important au niveau de l'énergie. Le but aujourd'hui n'est pas de vous prodiguer des conseils au niveau de l'alimentation. Je ne suis pas nutritionniste, ça ne fait pas partie de mes nombreux rôles comme ergothérapeute. Toutefois, je trouvais important de mentionner que l'alimentation peut avoir un impact favorable au niveau de l'énergie. Il est conseillé d'adopter un régime alimentaire équilibré et adapté à vous. Je ne pourrais pas vous dire s'il faut que vous suiviez le nouveau guide alimentaire ou ce qui est écrit ici. C'est pas nécessairement l'objectif, mais le fait de bien manger, de, par exemple, cuisiner quand vous avez plus d'énergie, d'acheter des aliments déjà coupés, déjà râpés pour faire en sorte que vous mangez davantage d'aliments sains, ce sont des stratégies qui peuvent avoir un impact favorable pour vous. Consulter un nutritionniste, bien sûr, ça peut aussi avoir un bon impact. Parfois, le fait de prendre des petits repas et des collations peut aussi être avantageux, tout dépendant de votre situation. Donc, c'est une piste aussi qui peut être intéressante à observer. C'est pas nécessairement mentionné non plus à l'intérieur de la diapositive, mais la déshydratation aussi relève de quelque chose d'assez important au niveau de l'énergie. Parfois, les effets secondaires, par exemple, des traitements liés au cancer peuvent amener beaucoup de déshydratation. Par exemple, si ça cause beaucoup de diarrhée, ben, il y a une déshydratation qui est amenée, qui résulte de ça. Donc, la déshydratation peut avoir cet impact-là. Donc, le fait de s'alimenter beaucoup peut aussi aider. Donc, c'est ça. Si je vous dirais, c'est les petites pistes de réflexion que vous pouvez voir, mais définitivement à consulter pour plus d'infos spécifiques à vous. Rappelez-vous, tu sais, manger des protéines, manger des protéines, c'est quelque chose qui aide à reconstruire puis à réparer les cellules qui sont endommagées. Donc, d'avoir une alimentation qui considère cet aspect-là peut être aussi une piste à réfléchir, à explorer. On a donc parcouru les 2 premiers volets des causes possibles. On entre maintenant dans le vif du sujet, ou néanmoins ce qui relève plus de mes fonctions comme ergothérapeute. Je vais aborder différentes habitudes de vie. Vous comprendrez que je pourrais parler 4 heures de ce qui peut être fait dans votre quotidien pour vous aider à gérer votre niveau d'énergie. Ça pourrait être aussi le stress, d'intégrer plus d'activités de loisirs, ce que vous aimez dans votre quotidien. Mais aujourd'hui, j'ai fait des choix. Ces choix ont été vers ce qui est le plus recommandé ou ce qui peut avoir le plus d'impact pour vous aider au niveau de l'énergie. Donc, l'activité physique et le sommeil, 2 éléments très importants.
Puis je vous ai donné aussi des pistes de réflexion, des choses à explorer, par exemple, plus en détail dans une routine en général au quotidien, et je parle du travail. Donc, commençons par parler de l'activité physique. L'exercice, c'est un des facteurs qui a le plus d'importance sur le niveau d'énergie. Donc, en partant, je ne pouvais pas passer à côté de cet aspect. En fait, non seulement ça a un impact sur votre niveau d'énergie, mais ça a un impact sur d'autres facteurs qui peuvent jouer sur votre niveau d'énergie. On sait que ça peut être favorable aussi au niveau de l'efficacité des traitements qui sont reçus. En réadaptation oncologique, on mentionne que l'activité physique adaptée à votre condition, bien sûr, peut aussi avoir un impact favorable à ce niveau. Elle peut vous aider aussi à avoir un meilleur appétit. Donc, manger une alimentation davantage équilibrée, donc un impact aussi sur votre énergie, un meilleur sommeil, des muscles plus forts, un sentiment de bien-être, ça peut réduire les douleurs, ça peut réduire la charge mentale. Donc, l'activité physique, des fois, j'aime dire que c'est un peu une petite pilule miracle qui peut avoir un déboulé de bienfaits sur votre santé. Donc, c'est quelque chose qui peut être définitivement important à intégrer dans votre quotidien, mais qui doit se faire de façon adaptée à votre condition. L'activité physique, en fait, c'est certain qu'il faut commencer progressivement avec une activité qui est peu exigeante et en général, on suggère de viser un 30 minutes par jour ou moins selon comment vous vous sentez. Et l'idée, c'est d'essayer de maintenir ça dans le temps. Avec les myélomes, on doit aussi éviter les activités de type haute intensité. On évite les risques de chute, la mise en charge avec impact. Ça, ce que ça veut dire, c'est que de la course, quelque chose qui vous ferait sauter, ben, ça serait quelque chose à éviter. Puis on irait plus vers des sports qui sont moins dans cette dimension-là, comme nager, marcher. Ben, à ce moment-là, il n'y a pas d'impact au niveau des pieds. Faire de l'elliptique au lieu de la course peut être intéressant. Quelqu'un qui aimerait faire des arts martiaux, ben, c'est sûr qu'on encouragerait plus à faire du tai chi ou que c'est beaucoup plus doux, que ça travaille les muscles stabilisateurs que d'aller faire du kung fu, du karaté avec des gros pieds. Même chose pour la danse, c'est que si vous aimez la danse, ben, il y a des types de danse qui vont avoir moins de mise en charge et d'impact. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller tranquillement, un petit peu chaque jour. C'est vraiment ce qui est recommandé pour les myélomes. Et pour maintenir cette activité de façon routinière dans le temps, bien, c'est sûr que si vous allez chercher une activité que vous aimez, donc des fois, ça peut être d'explorer des nouvelles choses, de passer à un loisir, une activité physique que vous aimiez faire, puis voir si vous pouvez la maintenir, si vous pouvez l'adapter, bien, ça va vous aider à avoir une meilleure rétention, plus de plaisir à faire cette activité-là. Et je vous dirais qu'il est possible d'obtenir davantage d'informations à ce niveau en consultant, encore une fois, sur Myéloma Canada, comme vous l'êtes fait présenter par Gabrielle tout à l'heure, avec la vidéo Cancer et immunosuppression, bouger pour sa santé physique et mentale. Il existe aussi un professionnel de la santé qui se spécialise dans l'activité physique. On parle du kinésiologue. Il y a des kinésiologues qui se forment en réadaptation oncologique et qui peuvent vous offrir des conseils et des stratégies pour vous permettre d'adopter l'activité physique dans votre quotidien en fonction de votre santé. Donc, ça peut être un allié super important à avoir dans votre suivi. Et il peut vous aider à maintenir la motivation, à vous fixer des buts. Donc, tu sais, il y a vraiment c'est des gens qui se spécialisent là-dedans. Ils ont un bac, parfois même une maîtrise. Fait que, tu sais, ils ont vraiment des outils super intéressants pour vous aider à intégrer l'activité physique. Fait que c'est encore une fois quelque chose que vous pourriez aller voir suite à cette conférence. Et de même, pour les myélomes, je trouvais bien important de mettre ça en évidence, mais la numérotation des plaquettes est à considérer en fonction du type d'activité physique que vous faites. Donc, en fonction des indicateurs qui sont ici, vous devez adapter votre activité physique. Toujours important, si pour vous c'est moins clair, par exemple, entre 10 000 et 20 000 unités, certains exercices sont autorisés, mais on ne va pas dans quelque chose d'aérobie, mais pour quelque chose d'un peu plus spécifique, bien, il est toujours mieux d'aller vérifier pour justement vous assurer que l'exercice que vous faites est adapté et bénéfique pour vous. On en est maintenant à parler du sommeil.
Évidemment, le sommeil et le niveau d'énergie, ce sont deux éléments très fortement liés ensemble. Souvent, on a tendance à penser que ce qui va avoir un impact négatif sur l'énergie, quand on lit le sommeil et l'énergie ensemble, c'est beaucoup l'insomnie. C'est vrai. Donc, c'est sûr que si vous avez un sommeil peu récupérateur ou plus court, ça risque d'avoir un impact défavorable sur votre niveau d'énergie. Néanmoins, le fait de faire de l'hypersomnie, donc c'est-à-dire de dormir beaucoup plus longtemps que vous avez de besoin, peut aussi avoir un impact qui est défavorable. En fait, comme on a vu au début de la présentation, le niveau de sommeil et de récupération n'est pas proportionnel à votre fatigue, avec une fatigue associée au cancer. Donc, l'hypersomnie, le fait de dormir beaucoup ne va pas nécessairement aider. Donc, souvent, ce qui est recommandé comme philosophie ou en tout cas comme début de piste par rapport au sommeil et comment l'améliorer pour avoir plus d'énergie, c'est de limiter le temps passé au lit et dans la chambre seulement à dormir et aux activités intimes. Autrement dit, entre guillemets, niaiser dans le lit ou faire des activités dans votre lit, être sur votre écran de téléphone, ce sont des choses qui peuvent avoir un impact sur votre qualité de sommeil. D'avoir une routine aussi moins régulière peut avoir des impacts défavorables. Il faut à quelque part conditionner son cerveau à lorsque vous allez vous coucher, que vous êtes dans la chambre, c'est pour dormir. Donc, pour vous aider, j'ai laissé quelques trucs à ce niveau. Le sommeil, ça reste quelque chose de quand même assez complexe. Donc, ce ne sont que des pistes, comme je vous disais, mais en tout cas, ça pourra peut-être vous donner des idées. Donc, le matin, il faut essayer de se lever à des heures fixes, même la fin de semaine. Ouvrir les rideaux pour faire entrer la lumière. Donc, on envoie un peu un message au cerveau. On dit, OK, il faut se lever, ne pas traîner au lit. Même pour lire ou relaxer, comme je disais tantôt, il faut sortir du lit. Il existe des applications aussi pour vous aider à vous réveiller à la même heure si c'est plus difficile. Des applications qui peuvent être moins plaisantes ou plus plaisantes, dépendamment de vos intérêts et de votre envie de vivre ça. Mais juste pour vous dire, il y a des applications où vous devez marcher pour que la sonnerie arrête de sonner. Poser un objet jaune, scanner votre sac à café. Donc, il existe plein de choses comme ça qui peuvent vous aider à avoir une meilleure routine le matin pour le sommeil. De jour, même chose, on essaie d'éviter les siestes. Ou si vous devez faire une sieste, vous avez besoin d'une sieste, on favorise une sieste courte qui va vous permettre de rentrer dans une bonne phase de récupération du sommeil sans que vous vous réveillez épuisé. Donc, ce qu'on appelle un peu j'ai juste en anglais, mais une power nap ou en tout cas une sieste qui va vous fait avoir un sommeil profond une fois, pardon. Donc, 30 minutes environ. Donc, il faut mettre un cadran, puis il faut essayer de dormir entre midi et 15 heures. En général, c'est là que ça va avoir le moins d'influence sur votre sommeil par la suite. D'éviter les boissons avec caféine ou alcool après 15 heures aussi, ça peut aider à améliorer la qualité du sommeil. Donc, quelques pistes encore une fois. Et en soirée, avant de dormir, ça relève de stratégies similaires à celles qui peuvent être faites le matin. Donc, se coucher à des heures fixes, d'avoir une routine apaisante avant de dormir aussi. Les écrans, la lumière bleue, ça peut avoir l'effet de vous tenir réveillé plus longtemps. Donc, de faire des activités comme prendre un bain, lecture, une petite routine, ça peut vraiment avoir des bénéfices. De même, des activités pour libérer l'esprit avant de s'endormir. Si vous avez tendance à beaucoup avoir de préoccupations avant de vous endormir, de vous accorder un temps dans votre soirée pour en parler. Ça pourrait être pour l'écrire. Ça pourrait être de faire une stratégie de méditation. Ça peut aussi vous permettre de moins avoir tendance à réminiscer les pensées avant de dormir. Quelques pistes. Tout ça pour faire que votre soirée est plus relaxe. D'autres éléments aussi, faire en sorte de ne pas regarder le cadran toutes les heures de la nuit, fermer les écrans, comme je disais tout à l'heure, créer un environnement apaisant pour dormir, que j'appelle chambre d'hôtel, donc frais, sombre, pas d'objets qui traînent. C'est sûr que si vous regardez ce qui traîne, puis vous vous dites, il va falloir que je le ramasse demain, le cerveau, il pense déjà au lendemain. Donc, on se ressent sur vraiment un environnement qui est calme, qui est frais, qui est sombre, qui incite vraiment à dormir. Et dernière chose aussi,
encore une fois, dans l'optique que le temps passé dans le lit est vraiment pour dormir, pour se reposer. Mais si vous tournez en rond durant la nuit, souvent ce qui est suggéré, c'est après un 20-30 minutes de vous lever, d'aller faire une activité relaxante et de retourner vous coucher au lieu de tourner en rond pendant de longues périodes. Donc voilà, c'était pour le sommeil. J'en suis maintenant à parler de l'organisation des activités dans votre quotidien. En effet, comme je mentionne beaucoup depuis le début de cette conférence, les activités que vous faites à l'intérieur de votre quotidien peuvent avoir une influence sur votre niveau d'énergie. En fait, c'est un peu de dire que la manière dont vous organisez les activités à l'intérieur de votre routine peut vous permettre de récupérer et d'avoir davantage d'énergie si on prend le temps d'y réfléchir et de développer certaines stratégies. Pour faire une métaphore, si, par exemple, je voulais courir un marathon, donc je veux courir plusieurs heures pour effectuer mon marathon, si je veux augmenter ma capacité à la course sur le long terme, mais que je commence par clencher, entre guillemets, 3 heures de course. La première fois que je m'entraîne pour mon marathon, on va s'imaginer ici que je ne courais pas du tout avant. Ce qui va arriver, c'est que je vais peut-être réussir à faire le 3 heures, mais je risque par la suite de beaucoup moins en avoir de bénéfices. Je vais sûrement être beaucoup raquée des jambes, je vais être vraiment très, très fatiguée après. Ça se peut que ça me démoralise aussi, ça va être plus dur à maintenir. Et si je continue d'y aller par tranche de 3 heures dans mes semaines, les chances que je finisse par courir plusieurs heures, que ce soit régulier, puis que ça ne m'épuise pas après, sont plutôt faibles. Ben, la gestion de l'énergie, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver votre vitesse de croisière, investir votre énergie sans la dépenser entièrement à différents moments, prioriser pour que votre énergie ne soit pas entièrement dépensée, puis après que vous vous retrouvez à récupérer, mais qu'elle soit plutôt égale et que sur le long terme, vous ajoutez des objectifs, vous ajoutez des choses dans votre quotidien pour que là, votre fatigue commence à diminuer. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est de prévoir, par exemple, vos activités à l'avance dans un agenda. Ça peut être d'alterner des tâches exigeantes avec des tâches qui le sont moins. De prendre des pauses. Tout particulièrement, là, tout ça, ça va être en vous posant la question quel est mon niveau d'énergie avant puis après ces activités-là. En général, un bon truc, c'est vraiment de vous demander votre énergie entre 0 et 10, elle est à quoi? 10 étant une fatigue vraiment très, très importante, comme on a vu. C'est sûr que si, quand vous faites une activité, vous commencez à un niveau d'énergie assez bon, à 4-5, et qu'après votre activité que vous venez d'effectuer, vous êtes à 8-9, ben ça peut être un bon indice que cette activité-là devrait être faite différemment. Peut-être qu'il y a une possibilité de prendre une pause, de changer de posture, de vous asseoir durant cette tâche, de mettre un timer ou un chronomètre, c'est-à-dire, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui sonne après 15 minutes juste pour vous rappeler de prendre une pause parce que vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites. Donc, l'idée, c'est un peu ça, c'est d'apprendre à connaître votre énergie puis de l'investir de façon songée pour que sur le long terme, vous ayez des meilleures capacités. Donc, c'est un peu ce que je disais encore une fois dans cette diapositive. Il faut prendre conscience de votre niveau d'énergie avant et après l'activité. Utiliser un horaire est un bon moyen justement de suivre ça et de vous permettre d'adapter votre routine pour vous permettre d'améliorer, de l'augmenter sur le long terme. Il existe aussi d'autres outils pour vous permettre, par exemple, de prioriser qu'est-ce que vous souhaitez faire le plus à l'intérieur de votre semaine, sur quoi vous voulez investir votre énergie. On peut, par exemple, se faire des codes de couleurs. Il existe la matrice d'Eisenhower que vous pouvez voir ici, où est-ce que vous pouvez classer les activités que vous devez faire en fonction de leur importance et de leur urgence. Par exemple, si je dois prendre l'autobus et que l'autobus passe aux 5 minutes versus aux heures, ben il y a une urgence avec une autobus qui passe aux heures, puisque si je la rate, ben là,
à ce moment-là, je vais être un petit peu plus mal prise. Encore pire si c'est un autobus comme une Orléans Express, que je me suis acheté un billet puis j'en ai pas. L'urgence est très, très là. Donc, est-ce que c'est une tâche qui est urgente dans le temps? Puis après, de vous demander est-ce que c'est une tâche qui est importante. Donc, si je prends l'autobus pour aller m'acheter des stylos, parce que j'ai vu qu'il y avait des beaux stylos au magasin, puis je n'ai pas vraiment de besoin, on n'est pas super dans le super important. Par contre, si je m'en vais prendre l'autobus pour faire une entrevue pour un travail, bien là, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même dimension. Donc, la matrice d'Eisenhower peut vous permettre de mieux prioriser, classer vos occupations et de vous permettre de voir comment vous allez les aborder, ces activités-là. Donc, c'est sûr que quand on est dans l'important et l'urgent, c'est en priorité numéro 1, comme vous le voyez dans l'image. Mais si on est dans le cadran 3 ou 4, bien, les actions ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc, il peut y avoir des tâches à abandonner, à reporter plus tard, des tâches à déléguer. Ce sont des pistes, en fait, là, qui peuvent vous aider à voir s'il y a des tâches que vous faites, puis finalement, vous n'avez peut-être pas si besoin que ça ou qui ne sont pas si importantes pour vous à faire. Donc, c'est ça. C'était quelques pistes de stratégie pour organiser vos occupations. De même, la manière dont vous effectuez vos activités peut avoir un impact sur votre niveau d'énergie. J'en ai glissé quelques mots tout à l'heure, mais le fait de s'asseoir, de changer de position facilement, ça peut être quelque chose qui peut avoir un impact. C'est sûr que si je m'en vais laver mon auto, je m'amène pas de chaise, je suis un peu tout croche, ben, je vais être plus fatiguée que si j'ai amené une chaise à côté de l'auto puis j'ai pris des pauses assises. De même, si j'organise mon espace pour éviter les déplacements inutiles, donc j'amène tout ce que j'ai besoin pour laver l'auto proche de moi. Quand je m'en vais chercher des choses, si j'ai besoin de monter ou de descendre les escaliers, je peux essayer de tout mettre dans une boîte pour éviter les transports. Je vais mettre les objets proches à utiliser à proximité. Bien là, je vais faire en sorte de moins dépenser d'énergie pour faire mes tâches. Et dernier élément, mais qui est toujours important, déléguer. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour faire des tâches. Des fois, l'énergie est moins là. C'est pas une tâche que vous devez faire là. Alors, pourquoi pas déléguer, tout simplement? C'est normal, puis ça peut donner un bon coup de main aussi là, de pouvoir déléguer aux autres. Voilà. Je vous ai donné quelques exemples concrets de comment on peut le faire pour organiser nos activités dans notre quotidien et moins dépenser d'énergie. Donc, voici quelques exemples, mais peut-être que vous en faites déjà. En fait, je suis persuadée que vous en faites déjà quelques-unes de ces stratégies-là. Donc, ce que j'espère, c'est que ça va commencer à vous donner des idées, vous permettre de voir qu'il y a déjà des petites choses que vous faites. Donc, les activités de la vie domestique, ça, c'est les tâches ménagères, ça peut être les responsabilités familiales, donc c'est les obligations qu'on a à la maison. Des exemples concrets, ça peut être d'acheter du matériel qui évite de se pencher, comme une vadrouille à jet, une brosse à long manche pour le bain, pour favoriser des postures moins énergivores. D'avoir encore une fois des objets à portée de main. D'utiliser un tabouret ou un escabeau au lieu d'être étiré en hauteur pour laver quelque chose. D'acheter des aliments précoupés. Donc, c'est des pistes de stratégie que vous pouvez regarder. Il y a des multitudes d'aides techniques aussi, là, que ce soit pour des couvercles, pour ouvrir un ouvre-boîte électrique. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent aider à moins dépenser d'énergie. C'est vraiment regarder, bon, ben, qu'est-ce qui me gruge d'énergie quand je fais mes tâches ménagères? Puis souvent, il y a beaucoup d'outils qui existent ou la manière que vous le faites, il y a probablement des façons de les faire pour que ça vous demande moins de choses. D'autres stratégies encore. Pour les activités de la vie quotidienne, il existe des enfleurs pour les bas ou les souliers, des brosses à long manche pour se laver le dos ou les jambes. Ça pourrait être de prendre sa douche assis dans un banc adapté pour ça. Même chose pour les loisirs aussi, donc les planifier dans l'horaire. D'éviter aussi de tout faire les obligations que vous devez faire
et de ne pas vous accorder du temps pour les loisirs. Ça aussi, ce serait un piège parce qu'au fond, les loisirs, c'est des choses qu'on fait qui nous amènent du plaisir, qui nous font du bien. Donc, accordez-vous ce temps-là, planifiez-le dans votre horaire. Si vous voyez que c'est difficile de l'amorcer, ben réduisez les étapes avant de commencer l'activité. C'est sûr que quelqu'un qui veut faire du vélo, mais que son vélo il est dans le fond d'une remise en dessous de 3 boîtes, ben, il risque pas de faire beaucoup de vélo. Donc, laisser le vélo sorti peut être une piste de stratégie. Faites cette activité-là avec des gens, dans la mesure du possible, actuellement avec la COVID, plus compliqué. Consacrez-vous pleinement à l'activité parce que les loisirs, c'est des choses souvent qui vont beaucoup donner d'énergie. Il y en a une partie qui est dépensée, mais ça redonne beaucoup parce que souvent, c'est quelque chose qui est très satisfaisant là, à faire. Donc, en résumé, les activités quotidiennes, comme vous avez vu, beaucoup d'univers de possibles dans ce que vous pouvez faire, mais l'idée face à tout ce que je vous ai dit, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, absolument pas, mais c'est de viser comme un marathonien, comme on disait, je veux améliorer mes capacités, je veux améliorer mon énergie. Alors, je me fixe des objectifs qui sont réalistes petit à petit pour me faire vivre des succès. Je porte attention au progrès que je fais. Vous regardez vraiment une étape à la fois. On y va par petites marches, puis c'est vraiment comme ça que vous allez noter des progrès. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport au travail. Je l'ai vraiment séparé du reste de votre quotidien, non pas parce que les stratégies abordées précédemment ne s'appliquent pas, mais tout simplement parce que le travail est tellement particulier en rapport avec les autres occupations, parce que souvent, il peut avoir un arrêt de travail ou une difficulté à maintenir le travail avec un cancer. Ça peut être une source d'inquiétude. Puis, c'est à la fois aussi quelque chose qui peut avoir un bon potentiel thérapeutique. On sait, le travail, en fait, ça peut amener beaucoup de bénéfices aux gens. Donc, pour vous aider à maintenir ou à retourner au travail, outre les stratégies que je vous ai mentionnées, ce qui est gagnant, c'est beaucoup d'identifier à l'avance vos craintes, vos difficultés, ainsi que vos forces et d'impliquer le personnel, votre équipe soignante, la compagnie d'assurance, votre employeur. Donc, d'impliquer les gens autour de vous pour trouver des solutions, pour vous permettre de passer au travers d'obstacles que vous pouvez avoir perçus. Bref, ils vont vous aider et vous guider pour vous permettre de vous engager de manière la plus satisfaisante possible dans votre travail. Nous, en général, les ergothérapeutes, avec les compagnies d'assurance ou avec l'équipe soignante, on peut souvent être impliqué dans les dossiers parce qu'on connaît très, très bien, en fait, le domaine du retour au travail. Donc, d'inclure, par exemple, une ergothérapeute peut vous aider pour établir un plan pour maintenir votre routine à la maison tout en travaillant, pour gérer l'énergie. Ça peut être pour gérer le stress associé au retour au travail qui impacte aussi votre fatigue. Donc, on est là pour vous aider. Puis il existe une mine d'informations aussi, donc Cancer and Work et la Fondation québécoise du cancer, qui offre des dépliants pour les collègues, des livres, des mini-conférences, etc. Ils ont même un programme de soutien en entreprise que j'ai laissé ici. Puis je vous dirais, le travail peut être plus modifiable que vous pensez. C'est pas à vous de vous adapter à 100% à votre travail pour retourner ou maintenir votre travail. C'est aussi de penser que le travail peut s'adapter à vous. Il peut y avoir plus de possibilités que vous pensez au niveau de l'horaire, au niveau des technologies, au niveau de l'aménagement de comment vous faites vos tâches. Je vous ai donné des exemples d'aménagement juste pour un peu que vous partiez avec l'idée que il y a des possibilités souvent, il y a des choses qu'on n'a pas pensées. Donc, ça vaut la peine d'aller vous informer à ce niveau-là. Ça peut juste vous rassurer, à mon avis. Et voilà, c'était le volet associé au quotidien. Je prends les quelques minutes qui restent pour vous parler du 4e volet. Néanmoins, j'aurais pu encore une fois passer beaucoup de temps à vous parler uniquement des facteurs psychosociaux. Donc, aujourd'hui, ce n'est qu'un survol. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que les facteurs psychosociaux
peuvent avoir une influence sur votre niveau d'énergie et votre fatigue. Si vous sentez que vous avez de la détresse, si vous êtes inquiet d'avoir une problématique de santé mentale, si vous avez un diagnostic de santé mentale, si vous avez davantage de stress, allez chercher de l'aide avec un professionnel de la santé. Parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre équipe. Non seulement ça va vous faire du bien au niveau du moral, au niveau d'énergie, au niveau des symptômes psychosociaux, mais ça risque d'avoir un impact aussi au niveau de votre énergie. Donc, en impliquant, par exemple, la psychologue, la travailleuse sociale, le psycho-oncologue, si c'est possible, ou une ergothérapeute aussi pour des stratégies de gestion du stress, des stratégies pour optimiser votre satisfaction et votre engagement dans vos occupations au quotidien, malgré un diagnostic de santé mentale, pour reprendre un emploi. Donc, on est tous des professionnels nommés ici présents qui peuvent peut-être vous offrir cette aide-là. Je vous ai donné aussi quelques pistes de stratégies à explorer que vous faites peut-être déjà ou qui sont à penser, comme la pleine conscience, la méditation, de faire l'activité physique aussi. De plus en plus aussi, le fait de se retrouver en plein air, ça semble avoir un impact au niveau du stress, au niveau de l'anxiété. Le fait d'établir ses limites, donc de déléguer, de dire non, c'est toutes des choses qui peuvent avoir un impact favorable sur votre stress, donc réduire votre stress au quotidien. Et j'en ai profité aussi pour vous indiquer que la Fondation québécoise du cancer offre du jumelage. Donc ça, c'est vraiment un pairage qui peut être fait avec quelqu'un qui a aussi eu un cancer et pour certaines personnes, ça va vraiment aider beaucoup parce que ça vous permet de partager un vécu, d'avoir de l'espoir, d'avoir ce partage d'expérience-là qui ne peut être vécu que par quelqu'un qui traverse la même épreuve que vous. Donc, vous n'êtes pas seul, on est tous impliqués. Il ne faut pas hésiter à tendre la main et à aller chercher de l'aide. Et je vous ai laissé une checklist, une liste à cocher, comme je vous disais, qui peut vous aider suite à cette conférence. Ça ne remplace pas le fait que c'est important d'aller chercher de l'aide puis vous informer si vous en avez besoin. Mais ce que j'espère, c'est que cette checklist-là vous permettra peut-être d'avoir des pistes d'objectifs ou de stratégies qui pourraient vous aider. Donc, comme vous voyez à gauche, j'ai mis des stratégies, des stratégies suggérées lors de la conférence, c'est-à-dire j'ai mis le titre des différents aspects qu'on a vus, comme le sommeil, l'activité physique, tout ça. Moi, ce que je vous suggère, ça serait par exemple de les numéroter par importance, puis de vous fixer 1 ou 2 objectifs. Donc, au lieu de tout attaquer en même temps, ça peut être une bonne manière d'amorcer des changements, puis de déjà commencer à prioriser, puis de faire des choix sur ce que vous voulez faire en premier. Donc, c'était la fin de ma conférence. J'espère que ça va vous avoir éclairé davantage. Et en conclusion, je vous dirais reprendre du pouvoir sur votre quotidien en appliquant des stratégies de gestion de l'énergie. Je crois que c'est possible. Il y a vraiment un univers de possibilités de choses qui peuvent être faites en vous fixant des objectifs réalistes, en vous faisant vivre des succès et en impliquant l'équipe. Il y a probablement des choses dans votre quotidien que vous pourriez retirer de bénéfiques. Donc, merci beaucoup de votre attention durant cette conférence. Vous avez les références à la fin. Ouais, il y a un petit bug pour changer les diapos. Donc, si jamais ça vous intéresse, ils vont se retrouver ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luce, pour cette présentation. Juste à ajouter aux références ici, il y a quelques mois où nous, on a aussi fait un petit livret sur la fatigue et la douleur. Alors, sur notre site web, Myélome Canada, vous pouvez trouver cette publication-là. Alors, avec les questions, alors je demande aux personnes de s'il vous plaît, m'envoyer vos questions, taper dans l'onglet questions, comme ça je pourrais aider, si je pourrais poser des questions. La première question que j'ai ici, c'est au début de et je pense qu'on a déjà répondu à cette question, mais je vais la poser quand même, oui. Juste pour peut-être répéter
les choses que vous avez dit dans la présentation. On a parlé de la chimiothérapie, on a parlé de la radiothérapie et le délai entre quand on ressent la fatigue et le moment où on a reçu ces traitements-là. Mais avec le myélome, après une greffe de cellules souches, la majorité des patients ils vont faire un traitement d'entretien. Ça, c'est un traitement où il prend un médicament à petite dose. En général, c'est 21 jours sur 28. Alors, il le prend pour 21 jours, puis après 7 jours sans le médicament, puis ça répète. Alors, j'imagine que la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider avec la fatigue qui vient de ça, mais je pense qu'on a répondu dans des choses qu'on fait quotidiennement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait ajouter pour quelque chose, pour une thérapie qu'on prend chaque jour presque? Oui, je comprends. C'est sûr, première des choses, c'est d'essayer de voir avec l'équipe soignante s'il y a encore une fois une trajectoire explicable par le traitement reçu. Cette trajectoire-là, elle est très variable dépendamment des médicaments qui sont prodigués. Une même personne avec un myélome qui aurait exactement la même médication pourrait peut-être avoir une trajectoire différente en fonction de comment est le cancer. Donc, il faut s'informer en premier lieu sur cette trajectoire-là. Et je crois que ça peut à ce moment-là influencer ou vous permettre de mieux comprendre comment vous organiserez vos activités dans votre quotidien après. Donc, certainement, si la prise de médication va d'être faite et que la fatigue est beaucoup plus grande les 2 premiers jours, bien ça vous donne un indice que dans votre quotidien, il ne faut pas aller faire les activités les plus énergivores ces 2 journées-là. Mais je vous dirais que de mon volet ergo, c'est surtout ces pistes-là là, que je pourrais vous amener comme réponse. Mm-hmm. OK, ouais, merci. Et à propos de une greffe de cellules souches, quand est-ce qu'on pourrait, disons, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider la fatigue? Parce qu'on reçoit une chimiothérapie, mais c'est au cours de beaucoup de mois avant la greffe de cellules souches et après la greffe, on se ressent un peu fatigué. Alors, qu'est-ce qu'une personne pourrait faire en termes d'exercice? Est-ce que les exercices, le plus tôt qu'on commence les exercices, le mieux? Est-ce qu'on devrait le faire quand on se ressent plus fatigué? Est-ce qu'on peut préciser un peu? OK. Ben oui, ben je vous dirais, tu sais, c'est sûr que comme on a vu un peu dans la présentation, le bilan sanguin, puis pas juste les plaquettes, là, tu sais, les globules rouges, les globules blancs, ça va déterminer le type d'activité physique que vous pouvez faire. Quand la numérotation des plaquettes est très, très basse, on peut être à avoir de l'ambulation seulement comme type d'exercice. Le fait d'avoir un nombre de globules blancs, globules rouges qui est plus bas aussi, il faut faire en sorte d'éviter, par exemple, des activités à risque d'infection, comme les piscines municipales, c'est à éviter des choses comme ça. Après, ben, une fois que ce volet-là est considéré, c'est toujours très personnalisé à l'état, au bilan de santé de la personne, ben souvent, en général, on est encore dans le volet du 30 minutes par jour ou moins selon tolérance. En réadaptation oncologique, de façon générale, ils vont dire que faire de l'activité physique, même pendant les traitements, ça peut être bénéfique, mais que c'est dur à reprendre parce que l'énergie est tellement faible. Puis en général, il y a de plus en plus d'équipes de réadaptation qui se font, comme à Montréal, par exemple. Ces équipes-là vont souvent impliquer des professionnels pour aider les gens à reprendre l'activité physique parce que ça peut être difficile de savoir par où commencer. Au début, ça peut être des exercices super simples, tu sais, ça pourrait être. Puis là, je ne vous prescris pas un exercice en disant ça, mais tu sais, si c'est par exemple, à chaque fois que je me lève de ma chaise, je fais 2 demi-squats. Ben, au début, ça pourrait être ça. Tu sais, on serait dans le mini, mais ça reste que ce serait une activation supplémentaire qu'au lieu d'être dans votre lit, vous venez de commencer à faire des pas. Fait que, tu sais, un kinésiologue, une équipe de réadaptation qui vous fixerait un petit programme comme ça serait une piste intéressante. De suivre votre bilan sanguin puis d'adapter vos exercices en fonction des contre-indications serait aussi une piste intéressante. Les guidelines aussi qui ont été offerts au niveau de la fréquence seraient aussi quelque chose à réfléchir. Pour plus en détail, là, j'irai consulter. Là, je serais moins à l'aise de vous dire, mais ça, déjà, je vous dirais, en tout cas, j'espère que ça éclaire un petit peu plus. Ouais. Alors, on fait le possible et on voit jusqu'à où ça nous apporte.
c'est ça. Puis au début, c'est pas une demi-heure par jour, c'est pas une demi-heure, mais ça reste néanmoins qu'il y a un effort physique qui a été fait. Puis c'est vraiment d'y aller petit peu par petit peu. C'est pour ça que des fois, je trouve ça intéressant le concept. C'est une kinésiologue avec qui en tout cas, que j'ai collaboré, qui appelait ça le mini micro nano. Et ça vient pas de moi, là, mais tu sais, l'idée que ben si à chaque fois que je me lève, j'ai fait 2 mini-squats, ben peut-être qu'au début, ça va être 2, après, ça va être 3, après, je vais me mettre à marcher. Tu sais, il y a un mouvement qui a commencé à se faire. Puis ça, c'est déjà une victoire en soi. Parfait, merci beaucoup. De rien. La prochaine question, c'est à propos de la fatigue, c'est ça. Est-ce que le poids a un impact sur la fatigue? Oui, OK. Oui, en fait, si on parle de poids, gain versus perte de poids, je ne sais pas qu'est-ce que la question spécifie, mais il va avoir un impact pour les deux. Lorsqu'il y a une perte de poids, puis c'est la Fondation internationale des myélomes qui disait ça, mais quand il y a une perte de poids importante, à partir de 10 de perte de poids, ça affecte les activités fonctionnelles comme la marche, travailler et faire de l'activité physique. Puis on disait sur la Fondation internationale des myélomes que ça peut prendre un extra 500 calories par jour s'il y a du poids qui est perdu. Donc, le poids a un impact sur la fatigue, définitivement. C'est quelque chose à considérer. Puis, je vous dirais, nutritionniste peut aider beaucoup parce qu'il y a un gain de poids à prendre, mais que c'est accompagné de symptômes qui rendent difficile le gain de poids. Par exemple, un manque d'énergie pour cuisiner des aliments sains, un manque d'énergie ou des nausées, en fait, excusez, pas manque d'énergie, mais des nausées, ben là, c'est le fait de consulter l'équipe risque d'aider pour cette gain de poids-là. De l'autre côté, si on parle d'une prise de poids, ben, l'impact va être beaucoup au niveau de ce qu'un surplus de poids peut amener comme conséquence au niveau de la santé. Donc, c'est sûr que encore une fois, ça serait de reprendre les activités physiques plus progressivement. L'alimentation aussi de même pourrait être un enjeu à regarder. Donc, oui, ça a définitivement un impact sur l'énergie. Merci. Alors, avec ça, on n'a pas plus de questions. C'est tout, Okay. tout ce qu'on a. Je vais donner une autre quinzaine de secondes pour voir s'il y a un autre qui rentre, mais je pense pas. OK. Alors, avec ça, on va terminer le webinaire. Alors, merci beaucoup Luce, pour toutes ces informations. Je rappelle à tout le monde que le webinaire a été enregistré et que il serait disponible sur notre chaîne YouTube dans une journée ou deux. Alors, merci beaucoup Luce encore et ça me fait vraiment plaisir. journée. Merci. Merci. Merci Bye. beaucoup. Bye.